Ernst Jünger, Ernst Jünger, c'est plus d'un siècle d'une existence euh, foisonnante jusqu'au paradoxe, jusqu'à la contradiction. On passe ainsi du héros de la Grande Guerre, plus de 26 blessures au compteur, euh, au pacifique entomologiste épris de cicindèle et de buprestidés. Comme je dois faire un tri dans une telle activité, dans un tel foisonnement, je, je mettrai dans cette vidéo, je mettrai plutôt l'accent sur le Jung diariste, l'auteur de Jardins et routes, des journaux parisiens et des chasses subtiles. Son art de diariste produit une pensée entre concept et image, riche de cette dualité. Certaines de ses réflexions s'inscrivent profondément en nous. Évidemment, comme pour tous ceux qui utilisent le pouvoir suggestif de l'image en dehors des œuvres de fiction, on ne peut s'empêcher d'éprouver une légère méfiance. L'auteur n'écrit-il pas pour faire joli? Évidemment, non. Grâce à lui, chaque situation du réel possède son double ou son prolongement poétique, et l'on cède dans le même temps aux caresses de l'esthète et de l'herméneute. Pour reprendre l'un des titres de ses ouvrages, on, on penche davantage du côté du sens que de la signification. Junger n'écrit jamais sur, mais à travers, et tout est prétexte pour le patient effeuillage du réel. Il faut avoir en tout la patience et la curiosité de l'entomologiste à l'étude des insectes, euh, une discipline dans laquelle il excellait. Et pour la seconde fois, je citerai Les chasses subtiles, l'un des ouvrages marquants de mon existence. Voici une confidence de l'historien et philosophe Jean-Michel Palmier. Je n'ai jamais vu Junger exhiber ses médailles ou ses décorations, mais le sourire de l'homme qui montrait l'un de ces cartons vitrés où étaient méthodiquement classés, impeccablement étalés, des séries de longicornes ou de carabes, était bien celui d'un enfant qui dévoile ses trésors. Goethe, à la fin de sa vie, attachait plus d'importance à ses travaux scientifiques, à ses études sur les plantes, qu'à son Faust. L'un des plus grands bonheurs de Junger est d'offrir non pas sa photo dédicacée, mais une carte postale qui représente un papillon de 12 millimètres, originaire du Pakistan, le Tachydora jungeri, qui porte son nom. La nomenclature entomologique étant universellement respectée depuis Linné, il y voit le gage de sa survie pour la postérité. Allongé sur ma couchette et regardant fixement mon plafond de roseaux, je me suis souvenu à l'instant de la journée que j'ai passée avec le magister à Ségeste. Ce n'est pas à la vue des colonnes de ce temple que j'ai soupçonné ce qu'étaient les Grecs, mais grâce aux nuages que je voyais dans leurs intervalles lorsque j'étais debout sur ces degrés.
C'est ainsi qu'il faut lire la prose, comme à travers une grille. Dans tous les domaines de la vie pratique, il y a un certain nombre d'hommes qui constituent les petits rouages indispensables à la marche et au travail de l'entreprise. J'ai trouvé d'ailleurs chez l'un d'entre eux l'une des marques distinctives de cette catégorie d'esprit, à savoir une façon légèrement ironique de donner ses ordres. Le platane est le plus beau symbole de tenue. Il réalise à nos yeux la puissance et la dignité par sa simple présence. Il mérite donc bien qu'on le pare de chaînes en or et qu'on le confie à des gardiens, ainsi qu'on peut le lire chez Hérodote. Et l'on songe évidemment à d'autres grands explorateurs du microcosme, comme Roger Caillois, ou à d'autres espaces du dedans, comme Henri Michaud. Cet aubusson de la pensée, cette précieuse verrerie, est sauvée de la verroterie par l'incessant arrière-plan de la pensée martiale. Junger, comme Genevois, sont d'éternels soldats du front, à la différence d'autres grands rêveurs comme Jean Cocteau. On retrouve cela chez Byron, Vassili Grossman, Joseph Conrad, Jack London, la Hemingway bien sûr, la confrontation brutale mais voulue avec le réel est une garantie contre les chimères de l'imaginaire. Les diamants de Junger ont souvent la dentelure des éclats d'obus. Mon anglais était étendu devant un jeune garçon à qui ma balle avait traversé le crâne de part en part. Il gisait là, le visage détendu. Je me contraignis à le regarder dans les yeux. Je suis souvent revenu en pensée à ce mort, et plus fréquemment d'année en année. Il existe une responsabilité dont l'État ne peut nous décharger. C'est un compte à régler avec nous-mêmes. Elle pénètre jusque dans les profondeurs de nos rêves. Le grand moment était venu. Le barrage roulant s'approchait des premières tranchées. Nous nous mîmes en marche. Ma main droite étreignait la crosse de mon pistolet et la main gauche une badine de bambou. Je portais encore, bien que juste très chaud, ma longue capote, et comme le prescrivait le règlement, des gants. Quand nous avançâmes, une fureur guerrière s'empara de nous, comme si, de très loin, se déversait en nous la force de l'assaut. Elle arrivait avec tant de vigueur qu'un sentiment de bonheur, de sérénité me saisit. L'immense volonté de destruction qui pesait sur ce champ de mort se concentrait dans les cerveaux, les plongeant dans une brume rouge. Sanglotant, balbutiant, nous nous lancions des phrases sans suite, et un spectateur non prévenu aurait peut-être imaginé que nous succombions sous l'excès de bonheur. Un Junger soldat, un Junger entomologiste, diariste, mais aussi Junger le penseur des techniques. Dans ses ouvrages, Le Travailleur ou Héliopolis, Junger montre toute sa différence avec des pensées euh, euh, négatives, pessimistes, de Mumford ou de Berdiaev, de Bernanos plus tard, de Solzhenitsyn ou Jacques Ellul.
du sens est à gagner du côté des techniques et des machines, ces forces qui peuvent aider à la levée d'une humanité nouvelle. Et l'on songe cette fois à cette correspondance entre Junger et Nietzsche, une correspondance que n'a pas manqué de souligner Martin Heidegger. Junger va au-delà d'une aube nouvelle sans renoncer aux héritages des temps anciens. On sait euh, son affection pour Hésiode, Hérodote, les, les Perses, les présocratiques. On voit se renouveler aujourd'hui, comme durant ces époques glorieuses, la même jouvence des civilisations porte d'une radicale nouveauté. En tout cas, rien qui ne doive nous effrayer. Les humains, comme les insectes et les fleurs, sont de grâce et de carapace, de calice et d'atomes, de métal et de chair.